Alors, je commence pour me présenter. Je m'appelle Tania Alvané. Vous vous entendez bien, pardon? Est-ce que vous entendez bien comme ça? C'est parfait. Je suis psychiatre psychothérapeute. Je travaille en e-santé à 30% dans le dispositif Reviac et en cabinet à 50%. Moi, c'est Kasia Tolkowska, je suis aussi psychiatre, psychothérapeute et je travaille comme ma collègue, au fond, à pourcentage partiel à dispositif Reviac à l'Unisanté et aussi au cabinet privé. L'objectif aujourd'hui, c'est un peu de vous transmettre des notions d'une thérapie cognitivo-comportementale. On espère pouvoir être clair afin que vous puissiez utiliser d'une quelconque manière quelques outils, ressources dans vos consultations. Voilà, bon, ça décrit ces premiers slides d'une manière assez générale, mais on s'est dit que pour la thérapie comportementale et cognitive, c'est un peu l'essentiel. Donc, les pensées, les émotions, les comportements, au fond, l'idée c'est que ça se interfluence et quand vous allez voir un petit peu plus tard, c'est ça qu'on va questionner, qu'on va poser comme question à nos patients pour pouvoir comprendre le mieux qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe dans leur corps, qu'est-ce qui se passe par rapport à leurs émotions, les pensées. Voilà. C'est quelque chose que tu veux ajouter? Maintenant, on voulait vous inviter à faire 2-3 minutes, si vous êtes d'accord, de pleine conscience. Il faut vraiment expérimenter ce qu'on fait tous les jours avec nos patients. Ouais, l'objectif, c'est d'essayer d'être ici, dans l'instant présent. Et voilà, si après vous êtes d'accord de partager avec nous un peu votre vécu, si ça va. D'accord. Alors, oui, on peut. Pour les personnes en ligne, ça va être aussi. Hein. C'est une bonne question. Est-ce qu'il nous entend hein? S'il nous entend, oui. S'il nous entend. Prendre 2-3 minutes pour nous. Bonjour. On va juste essayer de. Voilà. On fait un petit moment de pleine conscience, comme ça, voilà. Méditation guidée. Alors. On va vous proposer de vous installer confortablement. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Je vous propose maintenant d'essayer de vous ancrer. Sentez votre corps sur les chaises, le point d'appui de votre corps, les pieds sous le sol. Faites attention au bruit que vous entendez dans la salle, peut-être aux odeurs, température de la pièce. Essayez de ressentir, écoutez votre corps, s'il y a peut-être des sensations corporelles, des émotions. Essayez de les accueillir avec bienveillance, sans analyser ni juger. Il y aura possiblement des pensées qui vont arriver de temps en temps. Essayez de juste noter que ça se passe et
Puis revenir avec l'attention sur le moment présent. Vous pourrez vous concentrer sur la respiration, par exemple. Même si l'attention part vers les pensées, vers le passé, vers le futur, c'est tout à fait ok. Même si l'attention est attirée par le bruit dans la salle, c'est tout à fait ok. Essayez tout simplement de revenir avec l'attention sur votre respiration. Alors, on va petit à petit revenir. On pourrait commencer à bouger des doigts, des orteils. Quand vous vous sentirez prêt, on pourra ouvrir les yeux. Vous pouvez vous étirer, oui. Si vous voulez. Voilà. Voilà. La méditation, vous voyez, ça n'a pas besoin forcément d'être comme un moine bouddhiste. Ça peut être aussi tout simplement dans la salle. Jacques et Doge. Et on voulait vous demander vos expériences. Est-ce que quelqu'un de vous Partager. Comment ça a été? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Ça c'est bien. Tout à fait. Ouais. Absolument, oui. Super. Merci. Vous avez eu d'autres expériences? Quelqu'un qui aimerait partager? Moi, je me suis sentie très détendue. Ça m'a fait du bien après-midi, un peu compliqué, mais ça m'a. Je crois que ça m'a fait du bien. Ça m'a très relaxée. Ça m'a plutôt vraiment aidé à me détendre. Super, vous êtes détendu alors, parfait. C'est bien de commencer la journée comme ça. J'ai une question par contre, que vous allez aborder après. Quelle est la différence entre méditation, ce que vous avez proposé, training autogène, hypnose? Est-ce que c'est une sorte de grand chaudron? Enfin, non, j'imagine que non, mais il y a des choses qui se chevauchent. Oui, il y a effectivement plusieurs techniques qu'on utilise, et puis il y a certaines qui sont plus, qui rejoignent plus la mindfulness, donc d'être dans le moment présent. Là, c'était plutôt technique qui permet de se recentrer, d'être vraiment là, d'essayer de plus se concentrer sur les sensations, de tenter de ne pas partir dans les réflexions, donc ce qui peut aider par exemple quelqu'un qui a beaucoup de domination, et au fond, c'est trouver qu'on peut, le plus souvent, c'est à la mode aussi, on peut dire maintenant, mais de plus en plus souvent on utilise la pleine conscience, le plus ça nous aide au fond à plus long terme. Tandis que l'hypnose, il y a aussi des formations particulières pour l'hypnose. Et c'est plutôt un état différent au niveau de conscience. Ce n'est pas forcément d'être dans le moment présent. Après, voilà, l'objectif c'est un peu au niveau d'agir sur les ruminations, mais aussi de sortir dans ce mode de pilote automatique. C'est que nous, on a une vie en quotidien très agitée, on n'a pas de temps pour nous, pour être ancré à l'instant présent, tout est un peu un pilote automatique, on se réveille, on a nos routines, etc. Et ces moments-là, c'est un peu pour dire, ok, là je stoppe, je prends un moment pour moi et prendre conscience de l'ici et maintenant et pas présent, futur, passé. On peut même laver les dents, prendre une douche en pleine conscience. Hein, on vous invite d'essayer. Je pense juste qu'il faut parler plus proche
écho parce que je suis vraiment désolée, sûrement si vous êtes là, je ne vous entends pas. Ah, pardon. Je sais. Ok, ça marche. Merci. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager avec nous son vécu, son expérience? Merci. Merci. Je me suis aperçue de nombreuses pensées parasites, en fait, qui interféraient. Et lorsque vous disiez concentrez-vous sur la respiration, je me suis dit ok, ta respiration est courte, tu es en tachycardie, tu essayes de contrôler, de la baisser, mais ça ne marche pas. Enfin, puis après, j'avais des pensées qui partaient dans tous les sens. Mais je te rejoins que après, il y a un moment de un peu d'apaisement. Mais c'est vraiment pas évident, hein. Notre cerveau travaille en permanence, donc d'essayer d'arrêter de penser, c'est très très difficile. Pour ça, mais à la pratique, ça aide vraiment. Merci. Merci beaucoup. Bah, si vous êtes OK, on va continuer. Alors, on va vous présenter une vignette clinique. C'est un patient de 29 ans, d'origine espagnole, arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans, deuxième d'une fratrie de 3 enfants. La personne habite à la maison avec ses parents et sa petite sœur. Son frère aîné est déjà parti de la maison familiale. Il a fait un CFC de commerce, travaille chez Manor. Le patient ne se sent pas épanoui dans son travail, dans la vie de tous les jours. Il évoque que depuis environ 3 mois, il se sent de plus en plus fatigué, avec une manque de motivation importante, perte de plaisir même à faire ses loisirs, des difficultés d'endormissement qui sont accompagnées par des ruminations. Il sent une anxiété assez importante, angoissé. Les ruminations sont aussi présentes pendant les moments que la personne sent plus angoissée ou plus anxieuse, avec des difficultés de concentration. Il n'arrive pas à suivre ses clients et une augmentation de l'irritabilité. Au vu de ce qu'on a dit au début, voilà, il y a toute la partie pensée, émotion, comportement. Et après ce qu'on vient de présenter comme cas clinique, qu'est-ce que vous auriez envie de questionner à ce patient? Ouais. Merci. Les gens ne sont pas très bien compris en ligne. J'aurais envie de lui demander pourquoi, à 27 ans, alors qu'elle a un travail, pourquoi elle est encore à la maison. Comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'elle a un copain? Est-ce qu'elle a une vie en dehors du Manor et de la famille? C'est d'explorer un petit peu plus ce qui est derrière, en fait, ces émotions. C'est difficile. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres idées. Ça marche. En fait, je vous laisse répéter dans le micro. Oui. Mais je poserai juste la question aussi, est-ce qu'il a remarqué un trigger? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui peut expliquer pourquoi il y a cette fatigue depuis 3 mois? Donc, vous demandez s'il y a quelque chose de différent, s'il y avait un trigger, quelque chose depuis 3 mois qui a changé, qui a provoqué effectivement ces symptômes. Merci. D'autres questions que vous auriez envie de... Est-ce que par le passé, il a déjà eu comme ça des sans savoir comment ça se passait à l'école. Il y avait mal au ventre quand il allait à l'école, est-ce qu'il y avait d'autres symptômes? Plutôt des sensations physiques qui manifestent ces symptômes. Merci. Donc la question, c'était aussi est-ce qu'il y avait des choses déjà, des antécédents, est-ce qu'il y avait des choses qui se sont passées déjà à l'école, sensations physiques, etc. Merci.
D'autres questions? Très bien. Alors effectivement, on va tout à fait explorer tout ce que vous avez proposé parce que c'est important de pouvoir faire l'anamnèse qui nous permettra d'aller un peu plus loin. Ces slides, effectivement, il peut être assez utile même donc après pour le patient, ou même pour le patient, hein, on peut, je pense, les remontrer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la personne rumine, qu'est-ce qui se passe quand il y a ces émotions difficiles, qu'est-ce qui se passe dans le corps, et au fond, comment ça influence le quotidien, comment ça influence le comportement. Alors ça peut paraître assez banal, mais c'est vrai que ce que nous on fait avec nos patients, c'est justement de pouvoir décortiquer vraiment tout ce qui se passe dans le moment, souvent un comportement qui se répète, hein, situation qui se répète. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Donc qu'est-ce qu'il y a vraiment comme émotion? Tristesse, l'anxiété par exemple. Qu'est-ce qui se passe au niveau de pensée? Donc, est-ce que je pense, par exemple, je suis nulle, je ne sers à rien, je ne veux pas y arriver? Qu'est-ce qui rumine? C'est ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment de rumination? Elle pense à quoi? Est-ce qu'elle pense justement peut-être, finalement, je suis nulle dans ce travail. Je suis nulle parce que je suis à la maison toujours. Mon frère est déjà parti, ou ma soeur, je ne m'appelle plus. Et au fond, qu'est-ce que ça provoque aussi en moi, dans le corps? Le ventre, je suis tendue, etc. Ce qui va faire finalement que possiblement il n'est pas capable ou elle de sortir du domicile familial et de s'isoler. Ça c'est tout à fait fréquent. Après, ce qu'on observe aussi, c'est que normalement le patient il n'est pas à l'aise avec ses pensées, émotions, sensations physiques, etc. La plupart, ils sont plus à l'aise soit d'évoquer soit les pensées, les ruminations qui sont très importantes, soit plutôt les émotions. Les sensations physiques, c'est assez compliqué. Même si on le voit beaucoup et, chez nos patients, ici à Unisanté, on a beaucoup de patients psychosomatiques, donc son mal-être ils n'arrivent pas à dire je suis triste, je suis déprimée. C'est plutôt j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre. Et son mal-être se manifeste beaucoup par les sensations physiques. Et ça, on voit aussi en consultation. L'objectif, c'était de vous donner un slide sample afin que cette photo, ça reste pour la suite, pour voir si c'est possible d'appliquer, d'avoir ça en tête et d'appliquer dans vos consultations. Donc, oui. Là, voilà, au niveau des pensées, on voit que ce patient, il évoquait « je suis nul, je ne sers à rien, personne m'aime ». Il évoque une tristesse, une démotivation, ce qui fait qu'il est de moins en moins actif. Donc la fatigue, l'anédonie, la léthargie sont présents, ce qui fait qu'il s'isole de plus en plus, il ne voit pas ses amis et que au fond les événements positifs de sortir et tout sont de moins en moins présents, mais par contre les événements négatifs sont de plus en plus présents. Et là on entre dans un cercle vicieux de la dépression typiquement, et que l'objectif avec la thérapie cognitivo-comportementale, c'est qu'on trouve une voie quelque part, soit par les émotions, soit par le comportement, soit par les pensées, afin que les choses puissent décortiquer, qu'on entre dans un cercle plutôt virtueux que vicieux. Voilà. Donc effectivement, après on va utiliser avec les patients ou la patiente
On ne sait pas finalement si c'était une femme ou un homme. On a fait un peu exprès pour que justement pas forcément décider si on questionne les émotions chez un homme ou chez une femme. Mais au fond, on va questionner justement ce type de choses. Et l'idée, ça sera aussi de pouvoir, comme tu as déjà dit, donc par quelle voie sortir de ces cercles vicieux? Est-ce que ça sera plus facile d'utiliser les techniques plutôt cognitives, donc travailler sur le pensée d'abord, de pouvoir aider à la personne de réaliser au fond, oui, j'ai ces pensées-là qui sont peut-être un peu biaisées par la dépression ou par peut-être manque de confiance en soi, je suis nulle, etc. Ou bien est-ce que ça sera plus facile d'abord de travailler sur les émotions, donc faire des techniques plutôt de relaxation ou de changement, de distraire les émotions, donc de s'occuper, de faire du sport, de sortir avec les amis, pour essayer de se quand même motiver pour avoir plaisir après. Ou est-ce qu'on va travailler sur le comportement, ou est-ce qu'on va mélanger au fond les techniques? Ça va dépendre vraiment de situations, de personnes, et ça va évoluer aussi dans le temps de thérapie. Petite question, on a ce type on est en face d'un patient qui évoque ce type de pensée ou d'émotion. Est-ce que vous poseriez les mêmes questions s'il s'agit d'un homme ou d'une femme? J'ai envie de vous répondre non, mais probablement que oui. Enfin, parce que je pense qu'il y a un biais comme dans toute pathologie, dans les douleurs thoraciques, on le sait, hein, il y a de la littérature, on pense que l'infarctus c'est l'homme, les femmes c'est des angoisses. Moi, je profite, j'ai le micro, vous avez dit que, ça c'est un cas encore, je trouve, relativement facile. Ouais. La jeune femme qui vit seule, il y a tout plein de... nous au cabinet, nous on a plutôt des personnes, des fois de 50, 60 ans, 50 ans, un peu fatiguées du travail, de 50 ans sur les chantiers, qui ont mal au dos, qui ont des conflits au travail, et qui n'ont pas cette capacité, je trouve, ou peut-être souvent des hommes, dans un milieu dur, hein, des chantiers, du travail, on sent qu'il y a un problème de type aussi dépressif, mais ils sont probablement pas capables de faire un lien entre émotion, douleur, pensée. En gros, si j'ai pas mal, j'irai mieux. Enlevez-moi la douleur et puis je me sentirai mieux. En fait, c'est une sorte de mécanisme. Je crois que c'est des personnalités. Je sais pas. C'est plutôt sa manière de se manifester, c'est que son mal-être va se manifester, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par mal au dos, mais qu'au fond il y a des choses, mais qu'au fond il y a des choses qu'on voit manifestement que ça va pas. Après, deuxième question, est-ce que vous posez des questions, votre manière de penser elle est différente en fonction de sa nationalité? Je peux juste... oui, par rapport à homme-femme, moi, je pense qu'il ne faudrait pas forcément poser les mêmes questions. Et puis, par exemple, pour les hommes, peut-être demander s'il y a de la colère, de l'irritabilité, qui a aussi quand même quelque chose qui peut être des symptômes de dépression, exactement, mais qui est externalisé autrement. Merci. Extra. Ouais. Chez les femmes, par exemple, peut-être c'est un biais, mais j'ai envie plutôt de leur demander, chez les femmes qui ont des douleurs chroniques, qui ont subi des violences de quelque manière. Il y a des hommes battus, il y a des hommes violés, mais c'est plutôt des femmes. Je pense que peut-être, je ne vais pas chercher. Mais on parle beaucoup de violence sur les femmes. Je crois que c'est. Donc, ce serait peut-être un biais positif. Je ne sais pas comment dire.
ce que vous décrivez, c'est au fond aussi, si j'entends bien, bah, c'est vraiment compliqué aussi d'explorer. Puis ces slides ou ces slides-là, même si ça paraît simple, au fond, c'est pas évident d'accéder plus loin, d'accéder aux émotions, d'accéder au monde un peu plus profond. C'est pas évident. Donc on sait que c'est pas évident. On vous rassure qu'on sait. On essaye un petit peu d'imaginer que ça peut être... Et l'objectif, c'est qu'indépendamment que ce soit une femme ou un homme, d'avoir ce chemin en tête et dire, OK, est-ce que j'ai exploré les pensées? Est-ce que j'ai exploré les émotions? Est-ce que j'ai exploré les sensations physiques? Parce que, voilà, ce qu'on disait par rapport au cas précis que vous avez évoqué, peut-être que ce monsieur, finalement, il va exprimer ses émotions par les sensations physiques et il ne va pas vous dire, oui, je suis déprimée. Donc, de voir finalement, est-ce qu'on a pu explorer les 4 points et qui sont toujours interliés. Il y avait encore une question, remarque, oui. Dans les biais, je pense que moi, en tout cas, je pense plus facilement aux consommations de substances qu'à l'imbis ou comme ça, chez les hommes un petit peu plus, mais même si c'est ça se retrouve chez eux. Tout à fait. Oui, merci beaucoup d'avoir pensé à ça aussi, oui. Oui, effectivement, pendant les 30 minutes, c'est ça qui est aussi intéressant, qu'on peut explorer plein de choses. On ne va pas pouvoir tout dire. Merci beaucoup. Je trouve souvent très difficile de distinguer pensée et émotion. Est-ce que vous avez des bonnes questions à poser? C'est vrai que c'est pas évident pour certaines personnes. En général, ça peut, comme on a dit déjà, que c'est lié. Que c'est difficile parfois de se dire par quoi ça commence. C'est un peu comme l'œuf et poule. On a envie souvent de dire quand c'est passé d'abord l'émotion. Ou est-ce que c'est d'abord la pensée? Au fond, c'est aussi, bien sûr, l'enfance. On a des psychiatres, donc il faut imaginer que ça commence en enfance. Mais au fond, c'est souvent le manque de confiance en soi. Est-ce que, après, voilà, avec les événements, avec des échecs, etc. Mais ça peut être parfois quelque chose qui a vraiment vécu émotionnel et assez mélangé. C'est pour ça, en mettant ça sous le papier, nous on travaille beaucoup aussi avec le flipchart ou aussi voilà, on essaye de tout mettre sous le papier, aider aux patients aussi de verbaliser ça pour justement essayer de décortiquer. Après, c'est pas si grave si on n'arrive pas vraiment à dire est-ce que je me sens nulle ou est-ce que je pense que je suis nulle. Finalement, c'est assez... ça se mélange. Au niveau émotionnel, c'est une bonne question. Au niveau émotionnel, je pense, en tout cas, ce que j'observe, c'est que les personnes en général ont moins d'accès aux émotions. Au niveau des pensées, c'est plus évident. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Oui, parfois, je me suis dit que je me sens nulle ou que je suis nulle. Est-ce qu'il y a d'autres pensées liées au fait que vous êtes nulle et d'explorer dans ce sens-là? Et le fait de vous sentir nulle, qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Ah, j'ai une boule au niveau abdominal. Et qu'est-ce que cette boule, elle dit? Est-ce que vous sentez triste? Ou est-ce que vous sentez angoissé quand ce mal-être est là? Voilà, un peu de pouvoir interlier tout ce que... Parce que les patients ont la tendance de couper ici. Ici, il n'existe pas. Et voilà. C'est pour ça, après, on va aussi vous montrer des exemples, des applications, par exemple, proposer aux patients, justement, pour la pleine conscience, ou qui pourraient, au fond, la mindfulness, un des buts, c'est aussi de pouvoir s'aider à se rendre compte, au fond, aussi, ce qui se passe dans le corps, de pouvoir un petit peu, peut-être, accueillir quelque chose dont on n'était pas conscient avant. Alors, on passe... et puis après, il y aura des temps pour les questions, j'espère, encore. Donc, ici, on a un exemple un peu de ce qu'on observe dans un cheminement d'un cercle vicieux de la dépression, vu que c'est le thème de ce matin. C'est que là, à gauche, on a une personne qui se sent assez neutre, où il y a des pensées positives, des pensées négatives, tandis que à droite,
on a une personne qui se sent assez déprimée et ce qui se passe, c'est qu'il part de l'honnête négatif, c'est que la personne n'a plus d'accès à ses pensées positives, au neutre, et que elle voit que le négatif, je perds toujours. Et c'est toujours dans l'excès, c'est jamais toujours, on voit que le discours, c'est compliqué, dans le sens que, mais est-ce que vous perdez toujours, est-ce que vous êtes toujours inutile, et qui après, peu à peu, ah non, j'ai fait ça, que c'était pas si mal, et là on a accès déjà à quelque chose de positif. Et ouais, c'est un peu de décortiquer toujours l'extrême. Ce qui permet justement, donc ça c'est un exemple à droite, des questionnements socratiques, c'est vraiment une des techniques, hein. On a plusieurs techniques mais qu'on pourrait utiliser en TCC, mais c'est au fond questionner avec les patients, ok, vous pensez que vous perdez toujours, mais au fond, quels sont les arguments pour cette pensée et quels seraient les arguments contre cette pensée? Donc, est-ce que vous avez eu finalement est-ce qu'il y avait des choses que vous avez réussi, par exemple, hein, par le passé? Ça, des petites choses. Et puis, on essaye voilà, ça souvent pour les personnes qui sont déprimées ou justement, ils ont peu de confiance en elles, ça va être beaucoup plus facile de trouver des arguments pour. Donc, oui, je perds toujours parce que, finalement, les échecs sont toujours plus présents. Donc, on va vraiment insister, doucement, mais quand même, d'essayer d'explorer par le passé ou de choses qui peuvent quand même être, voilà, finalement, j'ai réussi une recette de cupcakes la semaine passée, et puis beaucoup de monde a aimé. Enfin, ça peut être des petites choses, mais on essaye d'explorer, et peut-être petit à petit, ça peut devenir plus facile. Après, ce qu'on observe aussi en consultation, c'est que les personnes, les patients cherchent toujours des grands événements. Et non, c'est juste de pouvoir se doucher, de pouvoir sortir de chez lui, voilà, d'aller vraiment dans le détail de la vie quotidienne. Parce que sinon, tout est généralisé d'une manière négative. On a encore, encore un slide, on arrive bientôt à la fin, mais on a encore... Ce slide, c'était juste pour que ça reste, parce qu'on arrive à la fin, et que, voilà, qu'encore une fois, on voit que tout est intérieur, les pensées, l'attitude, les règles, exigences, etc., vont avoir, il y aura un impact sur les émotions, sensations physiques, comportements, et tout ça, ça va impacter la manière comment on vit les choses, comment on perçoit le monde ou les personnes, et vice-versa. Et c'était seulement que vous restez avec cette photo et que ça puisse, on espère que ça puisse vous aider dans vos consultations au guidage d'entretien. Donc comment rendre ce cercle vicieux dont on avait parlé tout à l'heure, on a un petit peu déjà commencé à en parler, et puis on va, voilà, c'est une liste un peu non exhaustive, parce qu'effectivement, c'est pas évident de la résumer en 30 minutes, mais au fond, déjà l'idée de pouvoir un peu identifier les pensées négatives qu'il a des patients, de pouvoir essayer de questionner ces pensées-là, gérer les émotions difficiles dans le sens où on essaye de trouver des exercices de relaxation. On n'aura pas le temps de vous montrer des exemples de... par exemple, le body scan, où l'idée c'est de relaxer progressivement des parties du corps. On trouve ça souvent sur Internet, sur YouTube, il y a vraiment des exemples, donc ça on vous propose de noter. Jacobson, peut-être, c'est aussi à tester, parce que ça va vraiment dépendre, chaque personne est différente et différentes choses vont fonctionner. On ne sait pas jusqu'à quel point dans votre pratique c'est possible aussi pour vous, mais avoir aussi de tester sur vous-même, comme ça vous allez pouvoir plus facilement expliquer aux patients, mais jusqu'à quel point dans votre pratique quotidienne c'est possible, c'est aussi notre question pour vous après. Exercice de respiration, ça c'est aussi cohérence cardiaque, c'est assez simple, après ça agit plutôt sur le plus long terme. C'est de respiration assez facile, on voit facilement sur YouTube.
on trouve facilement sur YouTube. Distraire des émotions, ben voilà, enfin, des choses au fond simples, mais ça marche. On avait cette explication assez jolie que tu as dit tout à l'heure pour le cerveau. Ah, oui. Ouais. Donc, par rapport au fait de distraire les émotions, c'est que notre mémoire de travail, elle est assez petite et qu'on n'a pas de place pour des ruminations comme ces parasites et faire du sport, trouver, courir, monter les escaliers. Le but, c'est que dire aux patients de pouvoir, quand il y a des ruminations, des pensées négatives sans cesse, des idées suicidaires, j'en sais rien, de dire, OK, ne restez pas dans votre lit ou dans votre chambre à alimenter ces ruminations. Allez plutôt monter, descendre des escaliers de votre bâtiment, allez courir même sur place, parce que pour notre mémoire de travail, c'est beaucoup plus attirant le fait de courir sur place ou même se doucher, une douche froide, chaude, etc., que des pensées parasites qui sont là. Les pensées ont de la place parce qu'il n'y a rien d'autre. Si on se mobilise à faire quelque chose comme du sport, cuisiner, écouter de la musique, c'est beaucoup plus attirant pour notre cerveau et finalement les ruminations n'ont pas de place. Si les ruminations n'ont pas de place, ça veut dire que probablement il y a une diminution de l'angoisse, de l'anxiété, les idées suicidaires passent. Et voilà, c'était un peu l'objectif par rapport au distraire les émotions. Je crois qu'on arrive à la fin, donc j'ai un petit peu accéléré le slide, mais c'est aussi des exemples, justement, des applications gratuites que vous pourrez tester, proposer aux patients. Et puis bon, la site GPPV, psychiatre disponible. Par rapport à la relaxation, ça c'est quelque chose que vous pouvez proposer aux patients d'essayer de faire à la maison, et de la consultation suivante de voir est-ce que vous avez pu expérimenter. Après, la relaxation de Schultz, c'est une relaxation où on se relaxe dès le début jusqu'à la fin, et que parfois pour des patients c'est pas évident, tandis que la relaxation de Jacobson, on va comment je peux dire, on va essayer de faire une contraction et après de relaxer. Pour les patients qui ont des douleurs chroniques, normalement ça passe mieux que Schultz. C'est plus confrontant. Voilà, de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne mieux dans tel et tel patient, mais s'ils n'expérimentent pas, on n'arrive pas à ça. Ben, merci. On n'a pas beaucoup de temps finalement pour les questions, mais si vous avez encore de remarques, questions.